Jewel, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Mehdi. Très très bien, je suis très heureux que tu sois là, vraiment. De même. On va parler... Alors, tu as sorti un album, il y a quelques mois maintenant. C'est ça. Et une fois n'est pas coutume, on va en parler quelques mois après la sortie. Et c'est vrai que j'ai une fois n'est pas coutume parce qu'on a l'habitude ici quand même souvent d'être dans un temps de promo, etc. Bien sûr. Et je pense que cet album-là fait partie de ces albums-là qui justement arrivent à perdurer, arrivent à exister au-delà de leur... temps, on va dire, classique de promotion, qui généralement c'est 1 à 2 semaines, tu vois, et c'est un peu dur d'ailleurs pour les sorties. Donc ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as eu le temps de vivre avec. Moi, j'ai eu le temps de vivre avec, et les gens qui ont testé l'album aussi ont eu le temps de vivre avec, même si je pense que tu gagnes aussi des gens au fur et à mesure. La première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que cet album a changé pour toi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a changé des choses de manière concrète, c'est-à-dire déjà professionnellement, il se passe plus de choses, mais aussi mentalement. J'ai l'impression que ça a changé des choses. C'est vrai. Qu'est-ce que ça a changé? Pour le coup, je me demande presque s'il n'est pas trop tôt pour savoir véritablement ce que ça a changé. Mais concrètement, je sens tout de suite que mon image n'est pas la même. Il y a un peu ce truc de « Ah ok, moi je pensais que sa musique c'était ça. Je pensais que son image c'était ça. Le gars il faisait rire et tout et tout. » Et je sens concrètement que je suis allé où j'avais envie d'aller. On me voit différemment et c'est très bien comme ça. Je pense que tout ce que j'ai fait avant, c'était de l'entraînement. J'essayais d'affiner, de resserrer ma proposition pour arriver à un jour sortir un album. C'était ça mon but. Pour moi, cet album-là, il raconte plusieurs choses. Il raconte aussi l'endurance d'un artiste. Et la détermination et le fait de ne pas avoir abandonné, tu vois. Et quand t'es là depuis longtemps, et toi, tu sais que t'es fort, c'est ce que tu dis, t'es convaincu d'être fort, et il y a des gens qui te le disent aussi. D'ailleurs, moi, je me souviens que la première fois que je t'ai découvert, tu t'en souviens peut-être, c'était au Barlou Burger. Ouais, je me rappelle. J'étais là, t'es en train de travailler avec CDECO pour Rap Jeu, et t'es là, et il nous présente, et il dit, tu connais pas Jewel Sony? Il est trop chaud, rimeur et tout, tu vois. J'avais entendu le tournoi avant, je pense, mais c'est là, en tout cas, la première fois que j'ai fait, ok, bon, là, il me le dit, quoi. Donc, des gens comme ça, et quand on te dit que t'es fort, quand tu sais que t'es fort, mais qu'il se passe pas ce que t'aimerais qu'il se passe, tu peux tomber dans l'aigreur, tu vois. Tu peux tomber dans... Pour moi, c'est aussi ça que ça raconte. C'est peut-être que t'es tombé un moment dans l'aigreur, mais t'as réussi en tout cas à en sortir et à y croire, en fait, tu vois. Est-ce que ça a été compliqué, ça? Et est-ce que t'es tombé un moment dans une forme d'aigreur, voire même de jalousie, qui peut arriver, tu vois, quand tu vois d'autres... pour qui ça marche et tout, franchement... C'est légitime, hein, c'est humain, en vrai. Tu sais quoi, je veux pas faire genre... non, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit et tout, mais très rapidement, quand il se passait pas quelque chose pour moi, j'avais très vite tendance à me dire « frérot, de toute façon, c'est ta faute. » Moi, j'ai cette mentalité-là de « je vais me fouetter moi ». Tu vois, plutôt que de dire « ouais, mais t'as vu, c'est mais la les faute autres... » de l'industrie ou de... Elle est relou, celle-là. De il. Est-ce qu'ils t'ont il ou tout machin. Elle est relou, celle-là. Donc, tu vois, tous les choix que tu prends, il y a personne qui t'a mis un couteau sous la gorge ou quoi pour que... C'est toi. C'est toi, cette mauvaise rime, c'est toi. Le moment où t'étais pas concentré sur ce mix, c'est toi. Et ça, j'ai essayé de le prendre pour moi. Je crois que le plus dur, c'est pas d'être aigri, mais c'est peut-être d'avoir cette mentalité-là. De toujours dire que ce que tu fais, c'est pas ouf. Si ça marche pas, c'est que t'es naze. C'est de ça que je suis revenu. Et du coup, aujourd'hui, ça m'aide énormément. Enfin, ça m'a énormément aidé à passer un cap, quoi. Je suis revenu de ça en me disant non, effectivement, je crois que je peux croire en ce que je fais. C'est pas si dégueulasse. On arrive au résultat escompté. Cette confiance en toi, tu l'as pas toujours eu, du coup? Non. Ok. Non. Parce que même, tu sais, quand tu dis j'ai mon public, ça, y a pas de doute, donc t'as quand même, tu fais cet album où tu l'écris, des certitudes. T'es pas non plus... Il y a des gens qui te suivent, il y a déjà des gens qui aiment ta musique, il y a des gens qui parlent de toi depuis longtemps. Est-ce que ça aussi, à quel moment il y a eu un déclic en mode, mais non, je vais le faire, je vais y arriver, je vais faire cet album que je dois sortir? Le meilleur des déclics, je pense que ça a été le moment où j'ai pu arrêter de travailler. Ce fameux 30 juin. Ce fameux 30 juin, exact. C'est mon anniversaire maintenant. Rien à faire, hein. C'est mon anniversaire. Mais tu sais, c'est... 30 juin de quelle année, du coup? 30 juin 2021. 21. Ouais. Donc, dis-toi que mon EP, Mode difficile... Le projet précédent, Exactement. Le projet précédent, il est déjà sorti à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il sort, moi, je retourne travailler. Et à ce moment-là, je sens que... Non,
Il y a une forme de schizophrénie quelque part, un truc de t'es pas aligné en fait. Je suis pas aligné. Il y a quelque chose de, les gars, j'y arrive plus. Jusque-là, j'ai réussi. Il se passait des choses. Tu vois, je travaillais chez Courir. J'étais vendeur. Ouais. Et en même temps, j'étais sur la devanture de Courir. Et c'est là que je me suis dit... Sur la devanture, c'est-à-dire? Sur la devanture, tu sais, c'était... en photo. J'étais en pub avec Azix à ce moment-là, tu vois. Ok, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste et tout, tu vois. Et c'est des trucs qui, au bout d'un moment, je me suis dit que je pense que je vais pas réussir à faire les deux. Ouais. Faut faire des choix. Et tous les feux sont au vert pour que je fasse ce choix. Donc vas-y, c'est bon, j'arrête de travailler. C'était quoi les feux au vert? Parce que tu aurais aussi pu te dire, c'est compliqué. Compliqué d'ailleurs, effectivement. Mais tu sais quoi, pendant 10 ans, je me suis dit c'est compliqué. Pendant 10 ans. Mais quand, au bout d'un moment, tu te dis, attends, mais il y a une date là. Il y a une deuxième date. Il y a, mais on commence à avoir une tournée, je crois. C'est là que tu commences à te dire, ok, je crois que je peux réussir. Et dans tous les cas, si je réussis pas, j'ai tellement fait de jobs que je retrouverai forcément un autre. C'est bon, ça va le faire. Ouais. Mais là, je décide. Tu sais te débrouiller. Je sais me débrouiller. Mais là, je décide que je dois prendre ce risque. Parce que c'est un risque. Hein. Bien sûr. Je décide que... Puis quand tu le prends, t'as pas 20 piges non plus. Tu vois, t'as une vie, t'as des responsabilités aussi. Exactement. Mais je me dis, je me le dois. Je crois cette fois-ci, ça y est, je me le dois. Donc, c'est des petits feux comme ça. Tu vois, juste avant, l'année d'avant, il y avait eu un single qui avait pris. C'était Skateboard. Ouais. Pareil, ça fait partie des petits voyants comme ça qui s'allument sur ta route en te disant, hey, fais-le vraiment. De toute façon, il se passera jamais que dalle si je suis pas sincère dans tout ce que je raconte. Tu le dis sur le projet. Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu te dis, bon, là, le prochain projet, je dois être plus sincère, être plus authentique et aller finalement, il y a une forme d'introspection, il y a des morceaux vraiment qui sont même durs, tu vois, quand tu parles de choses intimes. L'inverse, effectivement, de mode de vie difficile, même si c'était pas à la foire non plus. Hein. Mais tu vois, la cover était donne, en tout cas, même la cover, moi, je me dis même parfois, elle pouvait presque, tu sais, comment dire, donner presque une image erronée de ce qu'était ta musique, avec le tu sais. En se disant, lui, ça va être un rappeur rigolo, alors que vraiment pas. Tu vois, même si tu peux avoir des vannes, et même encore sur cet album-là, il y a des vannes, tu vois. Là, on sent que, t'avais une vision pour ce projet-là. Puisqu'effectivement c'est un projet narratif, mais c'est vrai que pour ceux qui l'ont pas encore écouté, c'est pas du storytelling non plus. Enfin, avec tu vois, il faut, parce que ça peut faire peur aussi à certaines personnes. Je peux comprendre. Et pour moi, tous les morceaux sont indépendants, etc. Mais donc cet album-là, tu avais cette vision-là. Tu savais qu'il fallait. Ça a été quoi la démarche du coup? Tu t'es dit, ok, je quitte mon travail. Donc maintenant, je suis rappeur à temps plein. Vers quelle direction tu savais que tu devais aller sur cet album-là? Quand je finis avec Mode Difficile, je rentre en studio de manière extrêmement revancharde. C'est-à-dire que je me dis... T'en parles de ça, de l'esprit de vengeance. Je me dis, mais comment ça, ils ont pas remarqué que je rappais de ouf? Comment ça, ils se sont pas dit que... Donc moi, je vais au studio que pour envoyer des ego trips. J'en fais 4, 5 et tout. Et j'ai l'impression que, ok, mon album, ça va être ça, les gars. Ils vont piger. Et puis, au bout d'un moment, tu continues à faire des morceaux. Et puis, peut-être que cette aigreur, justement, elle disparaît. Puis, elle laisse place à quelque chose de plus... L'introspection. Exactement, quelque chose de plus pur, au final, tu vois. Et j'ai accumulé 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est là. C'est là. Là que j'ai l'impression que je commence à raconter quelque chose. Il faut s'en tenir à ça. Et ça m'a... Il y a des bribes de ça dans Mode Difficile. Hein. Tu peux retrouver des morceaux comme ça, tu vois. Mais il y a toujours des bribes d'ego trip dans cet album-là aussi. Effectivement. Parce qu'il faut pas l'oublier. Il faut toujours... c'est la discipline que j'aime. Et il faut prouver que tu sais maîtriser. T'es allé à cette école. Ouais, bien sûr. Mais je voulais pas du tout que ça devienne... la démonstration de... Du tout. Je pense que justement, ces morceaux d'ego trip, ils prennent parce qu'il y en a peu. C'est... À mon avis, c'est comme ça que tu es censé construire un G-Pro, je crois. Je pense que quand on écoute le projet, malgré tout, ça se voit que tu rappes bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même quelqu'un qui ne te connaît pas, il va le sentir. Mais on n'est pas dans la démonstration. On est dans ce que moi j'appelle une forme de nonchalance maîtrisée. Tu sais, qui pour moi est, j'en parle avec Infinite d'ailleurs à ta place, pour moi est
le plus grand flex des rimeurs, tu vois, c'est quand tu... C'est de faire ce vie, c'est facile. Voilà, exactement. Ouais, pour moi, le roi de ça, c'est c'est Retour aux pyramides, tu vois. C'est genre, il est assis, et en fait, il envoie peut-être un des plus grands couplets de l'histoire du rap français, mais on a l'impression qu'il rappe, tu vois, c'est n'importe quoi ce qu'il rappe, tu vois. Et sur cet album-là, il y a ce truc-là, en fait, où, en vrai, ça rime. C'est complexe, parfois. Mais c'est pas tape à l'œil, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, moi, le plus chez ce qu'on appelle les techniciens. Comment t'as réussi à traduire ce truc-là, tu sais, à faire en sorte que ça semble facile, en tout cas que ce soit maîtrisé. Parce que là, pour moi, t'as jamais eu un niveau de maîtrise aussi important que sur ce projet-là, Merci. tu vois. Merci. Effectivement, encore une fois, c'était important de pas envoyer cette tonne d'informations. Puis je me suis aussi très vite rendu compte que les gens, ils ne le calculaient pas tant que ça, en fait. Ouais. Avant, il y avait ce truc de t'aller sur Facebook, t'aller sur Twitter, et puis les mecs écrivaient ton schéma de rime. Mmh. Et aujourd'hui, tout le monde se contente juste de dire « Oh, trop chaud ». Comme si plus personne allait dans le détail. Ouais, t'as ce sentiment-là, Ouais. Alors pourquoi j'irais dans le détail, en vérité ? Peut-être qu'il y a juste moyen de sentir que t'es bon d'une autre manière. Ouais, je voulais pas diluer le propos avec ah mais là je peux faire un flip sur ça là, je pourrais, mais j'ai quelque chose à raconter et je tiens réellement à ce que ça soit entendu. Je comprends. Quand le projet sort, très vite les vinyles sont sold out, etc. Tu vois les premières livraisons en tout cas. Ouais. Comment tu prends ça ? Quand on me dit ah sold out, ah ouais, ok cool, bah peut-être qu'on devrait en remettre 30, tu sais, moi, tu vois, peut-être. Ouais. Mais non, t'es ouf, viens, on en remet, et puis on en remet, et puis ils sont re-sold out. Et c'est là que je me dis, ah, ok, mais moi, il faut que je sente que les voyants, ils s'allument. C'est comme pour la maroquinerie. À la base, on voulait l'annoncer peut-être 6 mois avant. On sait jamais pour la remplir. Et puis au final, on l'annonce 2 mois avant, elle se remplit en 1 semaine et demie, et c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, c'est moi qui ne perçois pas toujours qu'il puisse se passer quelque chose. Mais je crois que c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais je pense aussi que t'es fort aussi de ton expérience, parce que comme t'as eu des obstacles, en tout cas que ça n'a pas été aussi facile que pour d'autres, du coup t'es fatalement un peu plus prudent et prévoyant, j'imagine aussi maintenant. Grave, ouais, je fais toujours attention à pas mettre mes œufs dans le même panier et tout. Voilà, j'y vais à tâtons. Tu sais, des fois c'est marrant, on fait la maroquinerie, puis j'entends alors les prochains à l'Olympia. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a encore des trucs à faire avant, tu vois, et c'est étape par étape. Ouais. Mais du coup, étape par étape, mais toi, t'as jamais été pressé? Tu t'es jamais dit, il se passe ça là, il faut que moi aussi j'y sois? T'as pas ce truc-là, tu sais, d'être pressé? Peut-être plus. Il y a des trucs que j'ai voulu faire et qui se sont pas faits. Et peut-être que je l'ai mal pris à un moment donné. Je me suis remis en question. Et puis, encore une fois, je me suis auto-flagellé en me disant « Mais de toute façon, c'est de ta faute !» Alors que ça se trouve même pas. Et aujourd'hui, j'apprends à prendre le truc en me disant « C'est pas grave. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Elles vont s'ouvrir plus tard et peut-être avec autre chose à te proposer. » Tout. Ouais, tranquille. Tu sais, je pense qu'il y a aussi ce truc de... Peut-être le fait d'être daron, j'en sais rien. Mais tu vois, les enfants, on a envie qu'ils fassent tout de suite. Ouais. Il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils soient propres et tout. Et moi, je suis dans ce truc de... Mais il va finir par le faire. C'est qu'à un moment donné, il pissera plus sur lui, le gars. Ça va bien se passer, tu vois. Et donc, je suis très chill à ce niveau-là, quoi. Ouais. Tu parles effectivement de ça, du fait d'être papa. Et le choix que tu as fait aussi, à la fois donc de quitter ton job d'avant et d'aller sur un album aussi qui est très personnel, très intime. Tu as dit c'est un risque. C'est un risque aussi quand t'as plus forcément l'âge, et de toute façon c'est pas un jugement de valeur, mais d'être insouciant, tu sais, quelque part, tu vois. Alors tu peux, finalement, il n'y a pas d'âge, mais en tout cas, dans la société, on estime que voilà, ça y est, t'es papa, tu dois faire attention, etc. Plein de gens, et plein de gens d'ailleurs te l'ont dit, ont pu te le dire, j'imagine. T'es sûr de ce que tu fais là, tu vois. T'as pu avoir des messages comme ça, je sais pas. Et le fait d'être papa, est-ce que toi aussi ça t'a mis une angoisse supplémentaire? Est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire peut-être? Et après on va parler de la pression, de la charge mentale que t'as l'air d'avoir sur tes épaules et même de te mettre parfois tout seul. Mais est-ce que ça, le fait d'être papa, ça a pu aussi te donner une motivation ou une angoisse aussi supplémentaire? Tu réfléchis tes choix différemment. Le truc de quitter ton taf, je le fais 30 fois. Si
Ouais, tu l'aurais déjà fait avant. Mais bien sûr. Ok. Bien sûr. Sauf que là, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu puisses visualiser toute ton année. Donc, c'est des choix extrêmement réfléchis, mais je pense pas que ça soit une pression. Ok. Non, je le vis pas comme ça. Je Ok. pense que j'aurai toujours le code pour réussir on va se débrouiller, Ok. je vais trouver, ça va le faire Ok. et tout, tu vois. Ouais. Je veux absolument pas voir mes enfants comme le bâton dans mes roues ou quoi. Jamais. Jamais. Après, est-ce que c'est une source d'inspiration ? Ça l'est devenu. C'est marrant, au début, on me disait ça. T'as des enfants ? Non, même pas. Puisque mon premier a 9 ans, le deuxième n'en a que 2. Donc, quand j'ai eu le premier, ouais, c'est sûr, tu vas écrire des trucs. Et quoi, tu crois qu'il me souffle des rimes ? Tu crois que. Ça a pris du temps Ouais. à ce que je me, entre guillemets, serve de leur présence Ouais. pour me raconter, tu vois. Il faut que tu comprennes aussi ce que ça veut dire d'être pas. Enfin, tu sais, au début, c'est vrai que si t'es papa jeune, c'est, Voilà. tu vois, il faut du temps aussi pour. J'étais, tu vois, je l'ai eu à 24 ans. Ouais. Donc, j'étais encore dans un autre truc. Moi, sûr. comme je dis toujours à mes potes, moi, je suis devenu père au bout des 2-3 ans. C'est ça que je leur dis. J'ai pas honte de leur dire. Hein. J'ai appris. Au bout des 2-3 ans, c'est là, je me suis dit, non, c'est bon là. Je t'ai parlé de pression, un peu de charge mentale, parce que, alors, tu dis sur ce geste-là, je veux pas endosser le rôle du sauveur. Et pourtant, sur la cover précédente, tu sauvais la fille, comme tu le dis. Exactement. Et puis même, indépendamment de ça, tu sais, t'as des phases comme ça. C'est sur moi que tout repose et je le sais. Il y a un peu ce truc-là, d'ailleurs, c'est dit dans une interview de cette fameuse pression, la fameuse phrase mettre la daronne à l'abri, mettre la famille à l'abri. Et donc, il y a quand même ce truc-là où t'as pas envie d'endosser le rôle du sauveur, mais en même temps, tu prends cette responsabilité-là, et cette pression-là, et cette charge aussi. Et du coup, ces angoisses-là, j'imagine, qui sont liées à tout ça. Tu sais, l'album, pour moi, c'est l'histoire d'un gars qui fait fausse route du début à la fin. Et quand, justement, je chante ce truc, c'est sur moi que tout repose, et c'est beau. Et j'aime bien le contraste. C'est beau parce que il y a des belles voix, c'est bien dit et tout, sauf que tu te trompes quand même. Et j'aime beaucoup le contraste qu'il y a là-dessus. Et je pense que beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes ressentent ça. Je sais pas d'où ça vient. C'est un truc depuis la nuit des temps. C'est comme ça. On doit être le pilier de... Et le projet, il est aussi là pour dire, je vous dis pas de pas le faire, les gars. Je vous dis juste de pas vous sentir obligé de le faire. À aucun moment, on veut juste que vous soyez heureux, les mecs. À la base, c'était ça le truc, hein, c'était le propos. Mais vous êtes partis sur autre chose et sur autre chose et tout. Et moi, je sais que ça m'a mis énormément de pression par le passé. Et encore, hein. Ouais, encore. Je suis pas totalement revenu de ça. Non. Du tout. J'ai compris l'importance justement de s'émanciper de ce genre de choses. D'arrêter d'être... de comprendre les choses de travers, en vérité. Tu vois, il y a un moment donné où il faut réellement te rendre compte que c'est pas ça. Ça veut pas simplement dire ça. Tu sais, quand t'es petit, tu vois, je sais pas, moi, t'as 17 ans, tu vois les mecs de 25 ans comme des... Ouais, il a déjà une voiture et tout. Et puis quand tu l'as pas, tu te dis, putain, je crois que j'ai tout foiré et tout. Ben non, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut simplement dire que t'es en train d'écrire ton schéma, ton truc et tout, mais faut lâcher ce truc-là. C'était qui tes modèles, toi, quand t'étais petit ? Waouh, moi, j'ai grandi avec un gars qui aujourd'hui, c'est comme mon grand frère. Ok ? Il a la quarantaine. Donc moi, je le voyais, lui, en... super-héros. Incroyable. Incroyable. Mes premiers baskets, c'est lui. Mes premiers... Me dire d'acheter des Air Force, c'est lui. Mes premiers ton référent, quoi. Mobb Deep, c'est lui, tout ça, tu vois. Tous ces trucs-là et tout. Et puis, je le voyais comme ça. Et puis, au final, aujourd'hui, on est encore, tu vois, très liés et tout. Et je me rends compte ce par quoi il est passé. Et je me rends compte qu'il était aussi en train de grandir au moment où il était en train de me dire tous ces trucs-là. Ouais, grave. Bien sûr. C'est comme quand, tu sais, quand tu grandis et que tu te rends compte que parfois tes parents, quand t'as eu la chance de grandir avec tes parents ou tes oncles, tu sais, parfois tu leur en veux pour des choses.
Et en fait, tu te rends compte que toi, quand tu arrives à ces âges-là, tu peux faire les mêmes conneries. En tout cas, tu peux passer par les mêmes questionnements. Enfin, tu sais, c'est que, en fait, c'est à la fois ce sont tellement tes référents. Du coup, tu mets tous tes espoirs là-dedans. Grave. Quand ils fucked up, du coup, tu peux leur en vouloir. Parce que tu sais pas ce que c'est que d'être adulte. Tu sais pas ce que c'est de. On oublie trop souvent qu'être parent, c'est juste nous, avec 20 ans de plus. Exactement. C'est la même chose. Ouais, en fait, ils vont flipper, ils vont s'angoisser pour trucs, ils vont t'interdire des choses, et puis le soir même, ils vont se dire, peut-être que j'ai déconné quand je lui ai interdit ça, tu vois. Et ouais. Mais nous, on a l'impression qu'ils se posent pas ces questions, mais bien sûr que si. Et je pense que on gagnerait à le savoir très rapidement. Pour justement ne pas émettre des jugements hâtifs. Être un peu plus indulgent avec eux parfois. Exactement, c'est ça. Toi, tu grandis dans les années 90. Ouais. Il y a des refs, notamment certains jeux vidéo, il y a Castlevania, il y a Mortal Kombat. Mais pas tant au rap des années 90, puisqu'en fait, les seuls rappeurs qui sont cités sur l'album, c'est Mac Miller, c'est Childish Gambino. C'est vrai. Kanye aussi à un moment. C'est qui à cette époque-là, toi, les influences que t'as? Pas forcément en rap d'ailleurs, parce que je t'ai parlé de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais quand t'es gamin, en fait? Quand t'es un garçon, justement, un petit garçon? Franchement, c'est le basket à fond. T'es à fond dans le basket, toi. Je suis à fond dans le basket, je suis à fond dans Allen Iverson. Genre la représentation. Que tu cites d'ailleurs. Exactement. Tu vois, la représentation de. Waouh, c'est hip-hop. Ouais. C'est hip-hop. Ah oui. Que les tatouages, le style de jeu. Ouais, je suis à fond dedans. Après, je crois que j'ai beaucoup été télé, moi. Bah, à cette époque-là, c'est ça. Télé, hein, les Princes de Bel-Air et tout. J'étais à fond dedans. Je pense qu'inconsciemment, ça. Ouais, ça te façonne. Ça te façonne, ouais. Exactement, ouais. Je pense que mes idoles, c'est des personnes, en tout cas, que j'ai pas pu toucher, quoi. Et en rap? Et en peura? Je crois que j'écoutais n'importe quoi, mon vieux. Ouais, quand t'es petit, oui, t'as pas de filtre. J'ai pas envie de faire le mec. C'est moi Tupac. J'ai pas envie de faire le mec parce que j'écoutais vraiment, à mon avis, des trucs pas ouf. Mais parce que tout passait. Tout passait. Moi, j'étais un enfant de la télé, encore une fois. Ça veut dire Hit Machine. Ça veut dire Top 50. Ça veut dire que je pouvais passer de gala à. Tu te rappelles de gala? Ah, bien sûr. Free From Desire. Exactement. Et ensuite, hop, Passy. Et donc, moi, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Par chance, tu vois, mes parents m'offraient beaucoup de CD. Ouais, tu sais, les faces. Bien sûr, ouais. Face A, face B. C'est des 2 titres, même à l'époque. Les 2 titres, exactement. Donc, moi, je me mangeais tout ce qui passait, hein, les Nelly, ouais, tout ça, je kiffais de ouf. Quand tu démarres un peu l'album, on comprend aussi que y a toute une période d'avant où t'étais finalement pas heureux. On peut le dire, en tout cas, peut-être pas à l'aise, en tout cas, avec les 3/4 de ce que tu vivais, comme tu dis, et qu'il a fallu aussi peut-être que tu mettes de l'ordre dans ta vie, dans ton entourage. Exact. Il y a aussi quelque chose où, à un moment, tu dis, j'ai l'impression que je fais que de la merde en ce moment, quelque chose comme ça, et ces moments-là, tu sais, où t'as l'impression d'enchaîner les erreurs ou de faire des mauvais choix. Comment t'as réussi à sortir de ça, ou peut-être de cette spirale, je sais pas, mais comment on arrive à se rendre compte de ça? Tu peux comprendre que t'es dans une mauvaise spirale quand t'es dans le train, à 8h30, tu lèves la tête et tu ne vois que des gens qui n'ont pas l'air d'être contents d'aller là où ils vont. Et tu sais, c'est marrant parce qu'il y a aussi ce truc de ton train, il a une galère, nous sommes momentanément, il a une galère, ton train, et tout le monde est en... Genre quoi, on est pressé, en plus de ça, d'y aller là, c'est ça que vous me dites. Tu vois, moi, ça m'a toujours interpellé. Il y a aussi ce truc de me rendre compte à quel point mes parents travaillaient. Mes parents, ils avaient 2 tafs, chacun, tu vois. Et je pense que ça a été un truc qui m'a beaucoup impacté aussi. Et après, je vais revenir aussi sur les enfants. Mais tu vois, les enfants, ils voient les choses de manière beaucoup plus simple que Watt. C'est-à-dire que toi, tu vas commencer à dire, oui, mais là, il faut que j'aille faire un truc, il faut que je fasse ça, et puis ce taf, et puis ton gosse, il va te dire, mais si t'allais juste à droite. Et c'est là que il a pas tort, lui. Il a pas tort, c'est beaucoup plus simple peut-être. Alors bien sûr, des fois c'est totalement n'importe quoi. Prends une fusée, non, je peux pas. Tu vois, mais des fois il y a un moment donné où tu te dis, ouais, limpide, c'est bon, ok, et ça fait partie des choses qui m'ont aidé à. Donc tes enfants t'ont aidé aussi à prendre énormément, à prendre du recul à travers le regard de mon plus grand. J'ai compris que c'était naze d'avoir cette life. Enfin, je dis naze, je vais insulter personne. Mais j'ai compris que j'étais pas la bonne personne. Oui, et puis t'étais pas épanoui en tout cas. J'étais pas épanoui, exactement. Tu vois, de comprendre que
Ouais, ça allait pas. Ça a été aujourd'hui. Ouais. Je veux plus jamais vivre ça de toute ma vie. Jamais. Donc, il fallait faire en sorte de se bouger, quoi. Est-ce que maintenant les semaines sont moins longues? Ouais. Ouais, grave. Il y a plus de choses à raconter. Ouais. Il y a plus de choses à raconter. Ouais. J'ai réellement l'impression que j'ai fait ce que je devais faire. Tu vois, pour moi, je suis déjà dans une forme de réussite. C'est que je traîne plus des pieds pour aller où que ce soit. Tu n'es plus spectateur de ta vie aussi. Je ne suis plus spectateur de ça, ma je pense vie. que, et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, mais je pense que plein de gens peuvent ressentir ça. Ce truc de, t'es pas maître, t'as pas le contrôle sur ce que tu fais. Et t'as réussi à prendre le contrôle peut-être sur ta vie professionnelle, personnelle. Exactement. Alors, je pense que tu vois, je me sens encore un peu enchaîné parce qu'on l'est. Hein. Tu fais partie d'un système, d'un rouage. Dans tous les cas, voilà. Mais je suis encore décisionnaire de mes journées. Et ça, c'est une chance que beaucoup de personnes n'ont pas, malheureusement. Et à travers ce que je dis, j'aimerais que... Tu vois, c'est marrant, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps quelqu'un en concert qui me disait, j'ai écouté ton projet, mode difficile, et j'ai lâché mon taf, mon gars. Je me suis dit, c'est dangereux. Il n'a pas écouté de bons projets. Ouais, je me suis dit, c'est dangereux. Mais, quelque part, il avait l'air d'aller très bien. Il avait l'air d'aller mieux, je le connaissais pas avant, mais il avait l'air d'aller très bien. Et je me suis dit, ben voilà, peut-être que mon taf aussi, quelque part, c'est ça, les gars, on peut faire autre chose. Tu dis, je suis toujours un peu enchaîné, effectivement, et t'as ce morceau, News Live, où exact. Tu dis aussi, je suis déjà un peu esclave de mon oseille. Ouais. T'as ce sentiment-là? Grave. Grave. Tu sais, mon rapport à l'argent, il est horrible. Parce que t'en as manqué aussi. Exactement. C'est ça. Ouais. Il est juste horrible. C'est parce que tu sens que ce papier-là, clairement, c'est le papier qui décide de tout chez toi. Un jour, je sais pas moi, t'es avec tes parents et puis ils doivent se casser tout d'un coup, ils doivent bouger pour aller. Oh, vous voulez pas rester là? Eh ben non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le papier. T'imagines, juste ça ferait que tes parents pourraient. Il y a des moments où t'as envie de dire, vous voulez pas juste rester là? Je te vois là, t'es fatigué, tu veux pas? Mais non. Donc mon rapport à ça, il est horrible parce que je sais qu'il en faut. Ouais. Et en même temps, qu'est-ce que je déteste ça, d'être mené par le bout du nez. Il y a des trucs qui t'ont peut-être des images qui ont pu te traumatiser quand t'étais petit, en tout cas qui t'ont marqué vis-à-vis de tes parents, des choses comme ça. De ouf, parce que c'est... Tu vois, dans le bif, partie 2, quand je dis il fallait pas qu'on réponde au fixe, il y avait très peu de chances que ce soit de la MIF, et ben ça, c'est des trucs qui m'ont... C'est des vraies phases, ça. C'est des vrais trucs de la vie, qui m'ont marqué, tu vois. Fais chier, juste à cause de ça, là. On peut pas... Donc, il y a tout ce truc-là qui rentre dans ta tête et qui te dit, il faut que t'aies du bif, il faut que t'en aies, tout et tout. Mais je t'assure, c'est pas ça. Hein. Et tu sais, finalement, le fait qu'aujourd'hui, tu fasses... alors, je me dis que ta vie, c'est pas non plus... C'est pas Casimir, mais tu fasses un métier plaisir aujourd'hui. En tout cas, un métier passion. Ouais. Est-ce que ça, c'était... Parce que ça peut aussi être compliqué de l'envisager quand t'as peut-être pas eu l'éducation, tu sais, quand tes parents disent, il faut travailler, il faut faire de l'argent c'est important, tu t'amuseras le week-end. Est-ce que toi, t'as eu aussi ce truc-là et que ça a peut-être été compliqué pour toi de t'émanciper de cette vision-là? J'ai eu beaucoup, pendant un bon moment, le sentiment de culpabilité quand je me faisais un kiff plutôt que de travailler. J'ai eu ce truc-là pendant un bon moment. C'est comme si je devais réapprendre à kiffer. À juste kiffer. C'est pour ça que je dis à chaque fois, les gars, moi, pendant 2 ans, j'étais sur l'album et j'ai rien fait. Je commence Snowfall là, à l'instant. Tu vois, c'est tout bête, hein. Mais j'ai pas pu me poser. T'as même pas regardé une série? Non, j'ai pas pu me poser. Pas aller en vacances? J'ai pas bougé en vacances, gars. Et ça m'a... C'est là que je me suis dit, même à un moment donné, je suis plus... Là, si je m'arrête un week-end, je suis pas bien. Tu vois, tu culpabilises. Je suis pas bien parce que je me dis, t'as rien fait aujourd'hui. Tu t'es pas rapproché de ton truc. Alors qu'en vrai, faire autre chose, c'est aussi inspirant. C'est aussi du taf, c'est aussi quelque chose. Et ça, faut l'avoir dans la tête. Je pense que maintenant, je vais essayer de l'intégrer. Ouais, je vais essayer de l'intégrer. Parce que c'était un nouveau rythme aussi à apprendre pour toi. Parce qu'avant, t'avais un travail. Exact. Donc, quand t'as un travail, t'as le temps libre. C'est ça. Là, t'es dans une sorte de flou. Moi, je voulais pas avoir l'air d'être t'es un paria, tu vois. T'es chez... Alors, tu vois, mais t'es chez toi,
t'es chez toi et puis non, mec, tu te fais ta journée. Qu'est-ce que t'as fait? Il est 14h. T'as rien fait de... Non, je voulais pas du tout que ça ressemble à ça. Donc, je me suis discipliné. Peut-être trop. Je sais pas. Mais je me suis extrêmement discipliné à... Non. Aujourd'hui, à 14h, il faut que j'ai un 16, là. Et ensuite, de 14 à 17h, ça sera ça. Et je me suis discipliné de fou là-dessus. Et c'est ce qui m'a aidé à faire cet album. Hein. Est-ce que tu avais des gens qui te faisaient des retours? Il y a quand même quelqu'un qui est important sur cet album, c'est Besso, qui est crédité sur pas tous les morceaux, mais en tout cas quasiment, je crois. Et donc qui est important, qui amène aussi la texture de cet album-là. Est-ce que lui ou d'autres gens, je sais pas, mais te faisaient des retours aussi, tu vois, sur ce que tu faisais au fur et à mesure de la construction de ces couplets de cet album-là, ou c'était toi tout seul? Honnêtement, c'est beaucoup moi qui me parasite. Hein. Ok. Ouais, c'est beaucoup moi. Tu sais, Rémi, lui, justement, j'essaie de m'inspirer de ça. Il est très à la cool. Donc Rémi, c'est Besso, c'est ça? Oui, exactement, pardon. Non, je t'en prie. Il est très à la cool. Tu sais, c'est notre mental. Le gars est, on fera du son quand on fera du son. Tu sais qu'il a envie d'en faire. C'est juste que lui, ça lui dérange pas de réussir à faire des sons en vacances. Ça le dérange pas de... Alors que moi, c'est pas possible. Dans ma tête, c'est... Non! Ouais. On doit être dur dans ce... Tu pourrais pas, par exemple, je sais pas, aller en séminaire à l'étranger. J'y arriverais pas. Ah ouais, tu peux pas, genre, aller au Brésil. Non, j'y arriverais pas. Et tu sais quoi, il me l'a dit plusieurs fois. Hein. T'es pas chaud, on part 2 semaines, on fait du son. Je dis, mais frérot, non, c'est pas le cadre. Il faut que tu souffles, toi, en fait. Hein. Ouais, peut-être. C'est ça, en fait, on est en train de comprendre ça, là. Peut-être, mais c'est... Peut-être que quelque part, j'essaye aussi de rattraper un retard. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Il y a de ça aussi. Ouais. Je sens que... Alors que chacun son rythme. Ouais. Alors que chacun son rythme, hein, mais peut-être que j'essaie de cavaler après des années que j'ai perdues, des années de dilettance que j'ai perdues, tu vois. Je sais pas, mais il faut que je réapprenne. Juste à kiffer, tranquille. T'as parlé aussi à un moment, tu sais, d'être enchaîné, etc. Et par contre, il y a quelque chose dont tu parles, et j'ai l'impression que tu t'en méfies, c'est aussi une forme d'industrie. C'est l'industrie de la musique, tu dis, industrie, combien d'artistes sont morts jeunes, digèrent les artistes, etc. Ces apparences angéliques. T'as 2 fois aussi, tu dis qu'il faut pas fêter quand on signe un nouveau contrat. Ouais, grave. Tu vois, ces fameuses photos avec le champagne, etc. Quel rapport t'as à l'industrie et au major? C'est un truc qui te fait peur, dont tu préfères rester éloigné? Comment tu te positionnes? Parce qu'en plus, malgré tout, même s'il y a plein de gens qui t'ont peut-être découvert là, t'es là depuis longtemps. En fait, t'as eu le temps de sortir des projets, de rencontrer des gens, des artistes, des labels, etc. Donc, tu parles aussi en connaissance de cause là-dessus. Pour le coup, peut-être que j'avais peur avant. Aujourd'hui, t'as peur de ce que tu connais pas. Aujourd'hui, je suis bien plus renseigné. Donc non, c'est plus de la peur. Là, c'est plus de la peur. C'est juste que chacun veut tirer parti de la chose, et être avec un label, c'est accepter ces concessions-là, c'est ces batailles pour ce pourcentage-là, pour ce truc, pour ce machin. Et mon rapport à ça, c'est que parfois, ça peut gangréner un peu la créativité. Ouais, tu vois, d'obtenir tous ces aspects. Oui, en fait, tu sais, il faut que ton projet il sorte en janvier, parce que sinon, tu n'auras pas de festival. Au fait, est-ce que tu sais que savoir tous ces trucs-là, je crois que ça m'énerve énormément. Moi, à chaque fois, je cite Vald qui me disait, mais faire de la musique, c'est trop bien. Ce qui est relou, c'est de la sortir. Exactement. Tu vois, exactement. C'est ça qui est chiant, en fait, qui saoule les artistes. Je pense que ça les tue, tu vois. Et puis, j'ai été dérangé, énormément dérangé par les rouages, par les trucs qu'il fallait faire pour que ta musique soit enfin écoutée. Vous ne pouvez pas juste faire du bon son, le sortir. Non. Ouais. Il faut que il y a ceci à faire, il y a cela. Tu vois, là, je ne vais pas m'étaler parce que c'est pas le... Mais en vrai, je trouve ça dérangeant. Je trouve ça un petit peu dérangeant. C'est pour ça que signer, quelque part, c'est pas une fin en soi. C'est pour ça que je vais pas le fêter. C'est, là, c'est le début du travail, là. On commence à quelle heure? Demain, c'est bon, c'est parti. Va falloir s'y mettre. Charbon. Va falloir s'y mettre. J'ai déjà eu l'occasion, il y a très longtemps, justement, quand j'ai eu 24 ans, donc il y a 10 ans, de signer en maison de disque. Chose que j'ai faite et je n'y connaissais rien. Ouais. J'ai pu m'apercevoir que tel type de contrat, c'était de l'artiste, ne me plaisait pas. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut en avoir peur. Ça veut juste dire, déjà, renseigne-toi, prends le bon type de contrat, celui qui va avec ton âge et tout, chose que j'ai faite aujourd'hui. Ouais. Donc c'est plus... Non, de la peur, il y en a plus,
Mais il y a une forme de méfiance, en tout cas. De méfiance. Les gars, vous et moi, on joue à un jeu, on sait c'est lequel. Il faut juste faire en sorte que tu manges assez de pions pour que je l'accepte, mais pas assez pour que je perde. Et puis c'est tout. Ouais. Je comprends. Il y a aussi... on parlait un peu de bribes d'ego trip, et il y en a quand même dans cet album-là. Oui. Et dans ces phases-là, je ne vais pas toutes les citer, mais on sent aussi le côté, bon, maintenant, vous n'allez pas ne pas me mettre dans vos listes, là. Là, vos top 10, je vais être dedans. Grave. Et il y a quand même, alors sur Eleanor, il y a, pour moi, une des entrées les plus insolentes de 2023. Pardon, je veux bien la citer. J'ai écrit ce texte sur le type beat d'un mec que je mets à l'amende. Oh, j'avais zappé. Quelle insolence. Tu es en train de me dire, quelle insolence. Mais tout ça, alors évidemment, il y a de l'ego trip, il y a parfois des choses qui sont pas forcément ciblées, c'est des trucs, voilà, c'est de l'ego trip. Mais derrière ça, on sent aussi qu'il y a ce côté, surtout sur un album, comme tu l'as dit, on a peu, où il y a aussi ce moment de, maintenant, il va falloir compter avec moi. Tu sais quoi, avec le recul, je me dis, pareil, on s'autoflagelle, si t'as pas été cité, c'est que t'étais pas bon. Ok. C'est pas que t'étais pas bon, mais c'est peut-être que t'as sorti la musique à la hauteur de ton talent, en tout cas. Il y a peut-être de ça, voilà. Une question de timing, de trucs, mais en tout cas, c'est raté. Et moi, je me suis servi de cette énergie-là pour retourner en studio et dire non, cette fois-ci, je vais pas rater, les gars. C'est couteau entre les dents et on y va pour de vrai. C'est marrant, je parlais de ça avec Limsa, qui me disait maintenant, partout où je me pointe, les freestyles, les sessions, c'est couteau entre les dents, vieux. Limsa disait ça ? Ouais, exactement. On se disait ça, et parce que je sais plus de quoi on parlait. Et je suis complètement là-dedans. Du genre, je suis trop arrivé peut-être en n'étant pas assez prêt, en pensant que j'étais prêt, et puis je me suis foiré, et puis machin, et puis là. Et ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais parce que je veux effectivement qu'on se rende compte que je suis capable. Mais là, c'est totalement orgueilleux, hein. Mais il faut l'être. Tu fais la musique où c'est la seule musique au monde où on a le droit d'être orgueilleux comme ça. Exactement. Tu fais même partie de la panoplie. On a le droit de l'être, effectivement, et je pense que... Et puis même... Ça fait du bien ces petits moments-là d'ego trip parce que justement il y a aussi ce truc de gars, je suis pas tout lisse, hein. Moi aussi je suis un rageman et tout et il va falloir compter avec ça. Alors ça tu abordes un autre point qui me semble important quand tu dis je suis pas tout lisse. Ce qui est, je pense, aussi assez intéressant dans l'album, c'est que tu dresses pas un tableau de toi idéal, tu vois. Non. Tu parles de tes erreurs, tu vois, que ce soit avec les gens, avec les femmes, tu vois. Tu dis aussi, t'as cette phrase-là, moi, qui m'a touché, parce que, tu sais, je pense que quand t'es un enfant, quand t'es un garçon, encore une fois, pour prendre le mot du titre, tu sais, tu veux être une bonne personne, c'est quand tu grandis. T'as un peu ce truc-là, t'as des repères, etc. Et puis les années passent, et puis parfois, tu te rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles le petit garçon n'aurait pas forcément été corda, tu vois. Et tu dis ce truc, je suis devenu le monstre du placard, tu vois. Le monstre dont t'as peur quand t'es enfant. Exact. Et pour moi, ça raconte aussi comment parfois tu peux, en tant qu'adulte, trahir l'enfant intérieur. Je pense que, t'as vu, être un être humain, c'est comme le Pôle emploi. Il faut que tu t'actualises. Il faut que tu puisses te checker sans arrêt sur ce que t'es en train de faire, sur ce que t'es en train de devenir. Et parce qu'effectivement, il est loin, le petit, là. Il est loin. Il est vachement loin et tout. Et c'est dommage. Tu le rattraperas plus, hein, par contre. Hein. Laisse tomber. Hein. Tu le rattraperas plus. Tu peux juste réussir à reprendre un chemin un peu correct, mais tu le rattraperas pas. Et c'est un peu comme ça que je me suis inspiré. C'est un peu de ça que je me suis inspiré pour le titre, pour la cover et tout. Il y a ce truc très Peter Pan qui dit dans toutes les versions de Peter Pan, il y en a 1 milliard, où il dit If you're down with me, you will never come back home. En gros, si t'es chaud de bouger avec moi, si t'es chaud de partir avec moi, tu ne rentreras jamais chez toi. Et je pense que l'enfant qui prend la route, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. C'est pas celui-là que ta mère retrouve à la finalité. C'est pas celui-ci. Mais il faut juste se débrouiller pour revenir de la manière dont on peut au moins te reconnaître. C'est au moins ça que tu peux faire. Ne pas être méconnaissable aux yeux de ta mère. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait peur, tu vois. C'est des messages que j'ai reçus qui m'ont alerté. Et je pense que je fais bien de me checker de temps en temps. Ouais. Est-ce que toi aussi, je sais pas de quelles erreurs on parle, ça me regarde pas, mais est-ce qu'il y a ce moment-là où toi, t'as réussi aussi à
à te pardonner, peut-être quelque part aussi, parce que c'est peut-être aussi parce que quand on parle d'autoflagellation, tu vois, depuis le début, c'est aussi important. C'est peut-être la première étape même avant de demander pardon aux autres, de réussir toi à comprendre ou là où t'as merdé et peut-être de réussir à vivre avec les erreurs, tu vois. Tu crois pas que c'est simple de se pardonner? Tu crois pas que c'est simple je pense que c'est dur de vraiment se pardonner. Voilà, exactement. Parce que je trouve que c'est simple de se trouver des circonstances atténuantes. Genre, mais oui, mais je sais très bien que j'ai fait ça parce que... Ouais. Mais réellement se pardonner... Non, ça c'est dur. Waouh. Est-ce qu'on y arrive un jour? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le coucher sur le papier, ça m'aide énormément. Tu vois, cette transparence que j'essaie d'avoir avec les gens, il y a que comme ça que je peux essayer de dire, pardon, putain, j'ai merdé. Tu vois. Cette manière d'être transparent, cash, authentique. C'est ça. Tu vois, plutôt que de dresser le truc de ce mec-là, il est adorable. Je ne le suis pas. Hein. Tu vois, je préfère l'écrire. En fait, même si tu ne dresses pas le portrait d'un homme horrible non plus, mais on comprend, tu le dis ça. Tu le dis en fait qu'il y a t'as des zones d'ombre comme 100% comme beaucoup de personnes, des personnes de la planète, je pense. Mais tu le dis là-dessus. Tu vois. Non, c'est important de. Je voudrais surtout pas qu'on me voit beaucoup trop. Ouais. Attention, hein, je suis une personne totalement équilibrée. Mais voilà, je voudrais pas non plus que ça dépasse l'entendement, que les gens viennent parce qu'il y a un capital sympathie énorme, tu sais, Will Smith ou ce genre de truc, tu vois. Bien sûr. Non, tranquille. Encore Will Smith, hein. Je ne sais pas. Je me suis rendu compte, moi, il y a pas longtemps, que c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, alors que je le cite peu. Enfin, moi, personnellement. Alors qu'en fait, en plus, notre génération, on a vraiment vu toute sa carrière, quoi. Tu vois, du Prince de Bel-Air, on a vu le moment où c'était genre la star la plus bankable au monde. On a vu le moment où il a commencé à... C'est vrai. On a vu le retour en grâce avec les sœurs Williams. Et puis après, enfin, tu vois, c'est quand même... On a vu tout ça, nos propres yeux. On l'a vu évoluer. Donc, c'est quand même quelqu'un de très important, je pense, pour notre génération et l'image d'une personne qui a l'air lisse, effectivement. Exactement. Et qui, en fait, ne l'est pas parce que c'est toujours plus complexe que ça, en fait. T'es un humain. Mais on y a cru longtemps. Ouais. Vraiment. Il y a fait une interview de lui, tu sais, c'est intéressant parce que il disait, c'était au Breakfast Club, il disait en fait, à un moment, le poids d'être Will Smith, c'était trop compliqué. Parce qu'en fait, déjà, tu dois être tout le temps beau, t'as pas le droit de grossir, en fait. C'est que tu vends une image. Tu dois être gentil, tu dois être intelligent, tu dois être aimable, tu dois être. Et à bout d'un moment, t'es trop. C'est compliqué. Le gars, il est en campagne présidentielle sur toute sa life. Ouais. Difficile. Film préféré avec Will Smith? Si t'en as un. Attention, bien sûr que je dois en avoir. Ouh là là, tu sais, c'est toujours quand on te demande. Bah oui, bien sûr, c'est dur. Faut dire le premier qui vient. Tu te dis merde. Tu sais quoi? Ennemi d'État. Ah, Tony Scott. En vrai, je vais te dire Ennemi d'État. Je pense que ce film-là. Très bon film. Waouh, j'adore. J'aime beaucoup ce film. On parlait un peu du rapport aux femmes aussi, le genre de film dont tu parles, tu sais, sur l'album. Et pour moi, ça revient presque avec ce que tu disais sur le fait que t'arrives plus vraiment à kiffer, etc. J'ai l'impression que là, sur ces dernières années, t'étais tellement déterminé sur ton objectif, en gros, réussir dans le rap, que ça t'a un peu empêché peut-être de... Enfin, c'est ce que je comprends de la musique, hein, peut-être que je me trompe, de pouvoir justement apprécier les relations, d'en être même capable. Il y a un truc où ta disponibilité mentale fait que... t'apprécies pas les conversations de la même manière. Peut-être que tu les écoutes même pas de la même manière. Tu vois, il y a un truc où t'es super focus sur ton truc. Et t'as l'impression que c'est trop cool parce que c'est trop bien d'être concentré sur ton truc. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tes interactions sociales... Elles sont impactées par ça. Elles sont impactées de ouf. Et même avec tes enfants aussi, tu sais. Avec les enfants, tout ça. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une pièce avec mes potes et j'étais pas là. Tu vois. On est 9. Une équipe de 9 gars, tu vois, et j'étais pas là. J'étais en train de réfléchir à... Quelle rime je dois faire. Ouais, exactement, j'étais dans mon truc et tout. Et il y a un moment donné où, comme je le dis dans Bleu Marine, après tout ça, maintenant, j'essaye de vivre. J'essaye réellement d'être véritablement là. Ouais, c'est un taf. Hein. Ouais, c'est un taf. Quand t'as passé ta life à croire que les choses qui valaient réellement, c'était le taf, être focus, machin, c'est un taf. Depuis tout à l'heure, on parle de la rime, etc. Mais il y a aussi, toi, une appétence pour le chant. Ça me vient de...
Ça me vient des trucs justement que j'ai écoutés. Quand je te dis, on a écouté le Hit Machine. Ouais. J'ai écouté des trucs tellement horribles. Je vais donner des blasts, tu vas péter les plombs. Alan Théo, l'Australien. Exactement. Bien sûr. Et moi, je lisais même les magazines, tu vois. Donc cette époque-là. C'est bon. Tu vois. Mais tous ces trucs-là, moi, je les ai mangés, quoi. Et puis après, il y a eu je me rappelle, le moment où je rencontre le R&B, c'est, j'ai pas les chaînes câblées à la maison, mais j'entends que dans la cour de récré, il y a un mec, il a les chaînes câblées chez lui, je lui file une cassette vierge, genre... VHS, exactement. Frérot, tu peux enregistrer des clips pour moi et tout. Et il m'enregistre des clips, et dedans, il y a Mark Houston, toutes ces voix-là, tu vois. Et moi, je kiffe, je me passe le truc en boucle et tout, j'essaye de chanter par-dessus, mais comme tu chanterais sous ta douche, tu vois. Et je sais très bien que, au départ, ça semble horrible. Horrible. J'ai pas la voix pour ça, j'ai pas la maîtrise pour ça. Chez moi, je casse les couilles à tout le monde. Je me rappelle mon père qui m'a balancé, mais tu vas la fermer à un moment donné, je te jure. Donc tu chantais presque avant de rapper, en fait. Mais bien longtemps avant. Okay. Ouais, bien longtemps avant. Je viens, moi, en imitant les chanteurs de R&B. Les chanteurs de R&B. Mais attention, comme j'imitais aussi les rappeurs Quinry, hein. Mais j'aimais beaucoup ça. J'ai tout de suite chanté quand je me suis mis à faire de la musique, sauf que c'était nul. Okay. Tout simplement, c'était nul, c'était pas maîtrisé. Sans autotune, j'étais mort. Je pouvais rien faire. Même comment on appelle ça, mes inspirations étaient pas bonnes. Mais j'ai tellement voulu chanter qu'au fur et à mesure, c'est rentré. C'est pour ça que tu peux prendre certains projets, il y a quelques morceaux où il commence à y avoir des mélos, et il y a des morceaux où il y a ma voix, mais elle est cachée, parce que je l'assume pas de ouf. Donc elle est cachée sous 10 tonnes de pistes et tout. Et puis là, ça y est, on arrive au moment où... Tu t'assumes. Où je m'assume, où j'aime ce que ça, tu vois, ce à quoi ça ressemble aussi. Et je suis totalement en adéquation avec ça, ouais. Donc tu pourrais sortir un projet R&B un jour ou c'est pas là? Non. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais à l'avenir, ouais, j'aimerais explorer ce truc-là, ouais. Vraiment, si on parle d'avenir, tu vois, là, aujourd'hui, on parle tu es en tournée? Ouais. On parle de ça. Le projet, il est récent, mais est-ce que toi, je me dis, tu sais, quand il y a quelque chose qui est sorti que tu avais dans le ventre depuis aussi longtemps, est-ce que tu es dans un truc genre, je savoure, mais j'ai pas l'impression que t'es le genre de mec à savourer. Ou est-ce que t'es déjà en train de te dire la suite, et à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce qui est difficile, effectivement, quand un projet sort, l'artiste, lui, il l'a dans les pattes depuis... Oui. Tu sais, mes potes, ils écoutent Où les garçons grandissent en novembre 2022. Et fini en novembre 2022? En novembre 2022, toute la partie texte est finie. Et ce qui reste était de la réal. Et du coup, ça fait un moment maintenant. Ouais. Et moi, 1 an et demi, en fait, presque. Ouais, exactement. Et là, je me suis tout de suite retrouvé à sortir le projet et retourner directement au studio. Parce que j'avais encore des trucs à faire, des trucs à dire et tout. Sauf que voilà, maintenant, il y a la tournée. Et c'est, en vérité, très difficile de rétrograder. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je me focus sur ces morceaux parce qu'il faut bien les faire, il faut bien les interpréter, il faut que... Ouais. Sauf que dans ta tête, c'est vrai, je suis déjà à quelques étapes après. Mais je pense qu'il ne faut pas que j'oublie que voilà, j'ai pris 2 ans à faire ce projet. Si tu veux pas que les auditeurs le lâchent au bout de 2 semaines, toi-même ne le lâche pas au bout de 2 semaines. Tu dois le défendre. Je dois le défendre, exactement. Est-ce qu'il y a aussi une forme de spiritualité qui a pu t'aider et te mener là où t'es? L'univers m'a tellement prouvé que c'est pas grave si tu te rates là. Regarde, j'ai un truc pour toi là. Ah, tu t'es encore raté? J'ai un autre truc pour toi. Et en fait, on m'a tellement prouvé ça que je suis forcément obligé d'y croire, dur comme fer. Et quand je te dis que il faut se checker de temps en temps, mon Pôle emploi, il est... Elle est relou celle-là. Mais t'as capté. Ouais, j'ai capté. C'est ça mon Pôle emploi. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je me check. Pas tous les soirs, je vais pas faire comme si j'y arrivais, mais très souvent. Tu te remets en question. Ouais, je me remets en question. J'essaye de me dire, merci déjà. Merci. Aujourd'hui, m'est arrivé ce truc-là. Merci. Ah putain, demain, je t'assure pour tout. Hein.
pour tout. Je fais le code. Merci. Il le faut. Il le faut et tout parce que on m'a pas laissé tomber. L'univers ne m'a pas laissé tomber. Ça pourrait être dans un album, ça. Pourquoi pas. Je donne des briques comme ça. Jawel Hussein, merci beaucoup. Merci à toi, Mehdi. C'était un plaisir. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.